Bonjour tout le monde, bienvenue au balado du Dr Kin, épisode 35 sur le vieillissement et le muscle. Donc le muscle qui vieillit, nous qui vieillissons avec nos muscles. Un sujet, moi, qui m'intéresse, le muscle, ça m'intéresse beaucoup, surtout que je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est assez difficile de bien saisir ce qu'un muscle peut faire, comment un muscle évolue. Et c'est fascinant, en préparant ce balado-là, c'est fascinant comment il peut y avoir des liens entre différentes choses, entre des éléments auxquels on ne s'attend pas. Donc, c'est en tout cas, si vous allez voir, là, c'est assez intéressant, là, les liens qu'on peut faire, entre autres, avec le vieillissement, puis l'évolution du muscle à travers tout ça. Alors, comme à l'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer si le son est bon, si l'image est correcte, s'il y a quelques pépins, quoi que ce soit, ou juste pour me dire un petit coucou. Donc, quand c'est en direct, c'est super apprécié. Si c'est en rediffusion que vous m'attrapez, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez toujours me contacter via la page Facebook du Dr Kin ou encore à mon courriel mso@drkin ou troisième option, sur le site de drkin.com, encore une fois, avec le petit onglet Messenger, vous pouvez le faire. Si vous appréciez ce que je fais, merci de me le dire, c'est toujours le fun. 2, merci de le dire aux autres puis de partager. Je pense que si ça peut intéresser des gens, si ça peut aider des gens, tant mieux. Je pense que ça justifie un petit peu le temps que je mets là-dessus. Alors, allons-y avec le vieillissement et le muscle. On a beaucoup de clichés. Beaucoup d'éléments qu'on sort de statistiques puis on va prendre pour acquis ou comme des condamnations un peu avec le vieillissement, comme c'est la fin du monde vieillir, on n'est plus bon à rien, etc. Je dirais, je suis pas trop un partisan de justifier les diminutions de performance uniquement en se basant sur l'âge. Ou le meilleur exemple, c'est on entend souvent que à partir de 40 50 ans, on observe une diminution de la masse musculaire et c'est inévitable. C'est un premier exemple on comprend parfois mal l'impact du vieillissement sur le corps humain. Donc, c'est les données qu'on va utiliser pour déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle. On observe des grosses cohortes d'individus qu'on suit dans le temps. Donc, ça, c'est l'idéal. Donc, on a monsieur, madame jeune qu'on va suivre pendant 40 ans, puis on va déterminer leur masse musculaire. Donc, on fait ça avec 1000 personnes. On les suit pendant 40 ans, puis on peut voir l'évolution individuelle de chaque individu, puis on peut voir s'il y a une diminution de la masse musculaire au fil des ans. Donc, on peut regarder dans l'ensemble, cette cohorte de 1000 personnes-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu du muscle à raison d'environ X% par année après 40 ans. Sauf que quand on dit ça, après ça, il ne faut pas prendre pour acquis que parce que je suis rendu à 40 ans, parce que je m'en vais vers mes 50 ans, je vais systématiquement perdre de la masse musculaire. C'est pas ça. C'est des tendances qu'on observe au niveau de la population. Donc, ce qui se passe auprès d'un seul individu, ça peut être extrêmement différent. En théorie, on pourrait avoir quelqu'un qui a plus de masse musculaire à 50 ans que lorsqu'il en avait 20. Donc, c'est pas impossible. Ce qui va se passer en vieillissant, c'est que notre potentiel d'augmenter notre masse musculaire se voit hypothéqué. Mais là, c'est important de comprendre que c'est le potentiel. Donc, le potentiel, c'est mon maximum. Et probablement que la majorité des gens arriveront jamais à atteindre leur plein potentiel au niveau du gain de masse musculaire. Donc, si c'est le cas, si mon potentiel diminue en vieillissant, ça veut juste dire que à mon meilleur, je serais un petit peu moins bon qu'à mes 20 ans. Sauf que je peux quand même être excellent.
Donc, on peut augmenter la masse musculaire en vieillissant, c'est quelque chose qui se fait. On remarque aussi que les personnes âgées répondent relativement bien à des protocoles d'entraînement en hypertrophie. Donc, ils réussissent à augmenter leur masse musculaire avec des protocoles qu'on utilise chez des personnes plus jeunes. Donc, le gain de masse musculaire, c'est quelque chose qui est possible en vieillissant. Le muscle conserve ses capacités, du moins certaines de ses capacités, pour être en mesure d'augmenter ses fonctions, donc de faire de l'hypertrophie. Il y a quand même des changements qui se passent, qui sont assez importants en vieillissant. Et ce qui devient un peu difficile, c'est de dissocier ces changements-là qu'on associe au vieillissement, c'est de les dissocier de la sédentarité. Et là, ça devient vraiment, vraiment difficile parce qu'on remarque qu'il y a des adaptations en vieillissant qui prennent place dans le muscle, mais on observe ces mêmes adaptations-là chez les gens qui sont très sédentaires. Alors, est-ce que c'est parce qu'on vieillit ou est-ce que c'est parce qu'on vieillit et on devient plus sédentaire? Donc, si on était capable de maintenir un certain niveau d'activité plus important, est-ce qu'on observerait la même quantité de changement? Un exemple de ça, on remarque que chez les personnes vieillissantes, on a de moins en moins de fibres de type 2. Donc, que ce soit des 2A ou des 2X, donc des fibres qu'on dit de gros calibre. Les fibres 2A, ce sont des fibres qui sont compétentes pour utiliser l'oxygène, donc qui contribuent à notre cardio, et qui sont aussi compétentes pour générer de la puissance, de la force. Donc, elles contribuent à notre travail à court terme. Les 2X, elles, sont un peu plus difficiles à les recruter lors d'un effort et elles ont une très mauvaise capacité à utiliser l'oxygène. Donc, ça veut dire que ce sont des fibres qui vont être beaucoup utilisés dans des efforts de grande envergure, mais à très court terme. Donc, si je fais de la musculation avec très lourd, 4, 5, 6 RM, bien, on va aller chercher une mobilisation des fibres de type 2X aussi. Alors, nos fibres de type 1, elles, sont un peu plus oxydatives. Elles utilisent un peu plus l'oxygène et sont généralement soit pas très bonnes, soit pas bonnes du tout pour faire de la glycolyse, donc faire du travail avec puissance à court terme. Quand on vieillit, ben on remarque qu'il semble avoir une diminution de ces fibres de type 2-là. Ça se traduit également, lorsqu'on fait des tests, on évalue la capacité de recrutement des fibres, la vitesse à laquelle on est capable de générer de la force. Ça diminue considérablement. Là, si on regarde après 70 ans, il y a une diminution marquée de la capacité à générer de la force rapidement. Alors, si on décide de s'en aller aux Olympiques, puis on commence notre entraînement à 70 ans, ben, il est peu probable qu'on batte les records en termes de lancer de javelot, en termes de sprint sur 100 mètres. Peu probable qu'on réussisse à les battre parce qu'on a une diminution du nombre de nos fibres de type 2, on a une diminution de la quantité de force par unité de temps qu'on va être capable de générer. Ceci étant dit, pour le commun des mortels, à 70 ans, les fibres de type 1 sont quand même capables de générer passablement de force et il nous reste quand même des fibres de type 2. Donc, si on est capable de les recruter, si on est capable de les entretenir, eh bien, il n'y a pas de raison pourquoi on ne soit pas en mesure de maintenir pendant un peu plus longtemps un minimum de force. C'est là que la sollicitation du quotidien devient très importante, que ce soit à travers de l'entraînement ou que ce soit à travers des tâches. Donc, la pire chose qui peut arriver à un muscle qui vieillit, c'est d'arrêter de contracter. Donc, si on empêche le muscle de faire son travail par des comportements, par des limitations imposées, eh bien, on se trouve à accélérer le processus de déconditionnement du muscle et par le fait même le processus de vieillissement. Pratico-pratique, ben, si je prends un stéréotype, puis je vais illustrer ça avec des clichés, là, vous m'en excuserez, mais si on prend la vieille dame qui s'assoit sur son balcon pour faire ses mots croisés en regardant les voitures passer à la journée longue, mais cette dame-là qui va passer beaucoup de temps assis, ben, qu'elle ait 20 ans ou qu'elle en ait 90, son temps assis va être problématique pour sa santé. Mais ce qui va arriver, c'est que on sollicite beaucoup moins nos muscles parce qu'on passe plus de temps assis. Et cette dame-là, ben, on va observer plus rapidement une dégradation du muscle, une diminution de la capacité fonctionnelle. Donc, il va y avoir une migration des fibres, il va y avoir une atrophie des fibres musculaires qui va se traduire par une diminution de la force. Et là, il y a un peu presque un point de non-retour. Déjà, en vieillissant, notre potentiel diminue.
Mais si je deviens rapidement inactif, si je mobilise de moins en moins mes muscles, je viens accélérer ce processus de déconditionnement-là et mon muscle va se dégrader beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on va observer une perte de capacité fonctionnelle. Et là, si je suis plus capable de soulever mon poids avec mes jambes, ben ça va être difficile pour une personne âgée de trouver des solutions pour contrecarrer ça. De dire, mais là, je vais commencer à faire de la musculation spécifique ou est-ce que je supporte pas le poids de mon corps pour essayer d'augmenter la force locale de mes quadriceps, de mes fessiers, de mes ischio-jambiers. Donc, faire des exercices très spécifiques, leg extension, leg curl, hip thrust, peu importe. Donc, vraiment de faire des exercices spécifiques pour essayer d'augmenter la force de certains muscles pour permettre à nouveau d'atteindre une certaine capacité fonctionnelle minimale. Ça arrive très rarement chez les personnes âgées que de leur propre chef, ils vont initier ce genre d'activité-là. Donc, dans des projets de recherche, on va le voir en ergo, en physio, on va le voir où est-ce qu'on va essayer de pallier un peu à la perte de capacité fonctionnelle. Mais c'est comme si un point de non-retour, presque à un moment donné, où la personne ne croit plus en ses capacités à faire de l'activité. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'il faut essayer de prendre ça en amont. Donc, il faut essayer de s'assurer que quand la personne est encore fonctionnelle, ne pas prendre ça pour acquis, mais d'entretenir ça. La façon la plus simple, la plus facile, ben, c'est d'utiliser de l'entraînement, entre autres en musculation, qui va nous permettre de spécifiquement et de façon sécuritaire travailler les groupes musculaires qui vont être utiles à bien alimenter notre capacité fonctionnelle. Donc ça, c'est le plus simple. C'est, je dirais, de plus en plus accessible pour les personnes âgées et c'est de plus en plus aussi commun pour les personnes âgées de faire de l'entraînement en musculation. Mais si je prends il y a quelques générations de cela, l'entraînement en musculation pour plusieurs, c'est une aberration. Moi, j'ai toujours mon père qui pose la question, si je fais du tapis roulant, je m'en vais nulle part. Est-ce que ça génère de l'électricité pour faire fonctionner quelque chose ou je suis non, papa, tu fais juste marcher sur le tapis roulant, tu t'en vas nulle part, c'est pour toi que tu fais ça. C'est comme, je vais aller marcher dehors. Le problème, c'est qu'aller marcher dehors, en hiver, c'est glissant, il y a peut-être un risque de chute. Puis aussi, c'est que le problème, c'est que si on se rend trop loin à pied, revenir, ça va peut-être être problématique. Versus sur le tapis roulant, on reste chez nous. Mais c'est pas dans la culture, c'est pas quelque chose qui est pour certaines personnes âgées qui fait du sens de faire de l'entraînement, que ce soit de l'entraînement aérobie ou de l'entraînement en musculation. Alors ça peut être un frein, par exemple, à l'adhésion à un programme d'entraînement en musculation. Parce que aussi les bénéfices ne seront pas immédiatement perçus. Les gains en force, ce ne sera pas demain matin qui vont faire une différence significative. Alors ça, il peut y avoir une préparation psychologique à faire pour justement justifier puis s'assurer de l'adhésion au protocole, puis qu'on comprenne le pourquoi on fait ça, puis la nécessité dans un futur rapproché. Alors, travailler la musculation chez une personne vieillissante, ça va être intéressant. Personne vieillissante, c'est quand on commence à être vieux. Maintenant, à partir de quel âge on commence à être vieux? La plupart des études qui vont s'attarder à la personne vieillissante, c'est du 65, 70, 80 ans environ. Donc, c'est pas des gens de 40 ans ou de 50 ans. Néanmoins, on observe ces petits changements-là au niveau des fibres musculaires. On va observer progressivement une migration des fibres, puis on va aussi observer un autre phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'il va y avoir un phénomène de réinnervation au niveau des fibres. Donc, en vieillissant, on se rend compte que certains motoneurones, certains nerfs qui vont gérer l'activité musculaire vont étendre leur réseau. Alors, je vous demande d'imaginer un muscle qu'on va couper sur le côté, un peu comme un gigot, une tranche transverse d'un muscle. Mais si on regarde le muscle dans sa coupe, les fibres musculaires qui sont associées à un motoneurone, donc le nerf qui dit aux fibres, vous contractez, mais ces fibres-là sont réparties un petit peu partout dans le muscle. Donc, elles ne sont pas toutes une à côté de l'autre. En vieillissant, on observe qu'il y a des regroupements de ces fibres-là. C'est-à-dire que le nerf moteur va étendre ses ramifications à des fibres avoisinantes qui peuvent avoir perdu leur nerf. Donc, il y a différents processus qui se passent là, mais on peut avoir un nerf qui va établir son emprise autour et ça fait en sorte qu'on va regrouper des fibres ensemble. Donc, il va y avoir une répartie moins globale, moins étendue des différentes fibres à l'intérieur d'un muscle. Localement, ça ne veut pas dire que votre muscle va contracter juste d'un côté puis pas de l'autre, mais ça
pourrait rendre un peu plus difficile des mouvements fluides. Donc, ça peut aussi éventuellement limiter la force. Donc, le muscle va être en mesure de générer moins de force en fonction de la répartition de certaines fibres. Donc, ça, c'est un élément qui est très, en tout cas, moi, qui me fascine beaucoup, que je maîtrise pas super bien, que je trouve que c'est assez complexe. Moi, dans ma tête, comment un nerf peut étaler ses pattes pour aller chercher une fibre à côté, mais c'est quelque chose qui est rapporté là, dans la littérature. On peut avoir une réinnervation des fibres musculaires et ça semble être à l'avantage des fibres de type 1. Donc, on observerait un peu une emprise un peu plus importante puis un développement un peu plus important des fibres de type 1 par rapport à ça. Ensuite de ça, l'autre élément qui est vraiment spécial, quand on a tendance à parler de musculation de force, on a tendance à faire une distinction assez importante entre muscu et cardio. Fibre musculaire, type 2, type 2X, on parle de force, ça va bien. Cardio, on parle de mitochondries généralement. Donc, les mitochondries, c'est les petites organelles qui sont situées dans le cytosol de la fibre musculaire, donc à l'intérieur des fibres musculaires, et qui vont nous permettre, entre autres, de renouveler nos réserves d'énergie à partir de l'oxygène. En gros, quand on fait du cardio, ce sont nos mitochondries qui travaillent. L'image classique d'une mitochondrie, c'est une petite fève. On donne un genre ça a l'air d'une petite bactérie, d'une petite fève. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de réactions biochimiques qui vont se passer, qui vont nous permettre de faire plein de choses. Donc, c'est pas juste utiliser l'oxygène, par exemple, pour faire du mouvement. La mitochondrie va nous permettre aussi de réguler notre température, donc en gérant la quantité de chaleur qui va sortir de chaque mitochondrie. Puis les mitochondries, parce qu'on en a plusieurs, vont aussi influencer le métabolisme anaérobie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos mitochondries, si elles fonctionnent bien, ça va être favorable à un meilleur travail en anaérobie comme en musculation. Pourquoi? Parce que quand on renouvelle notre énergie en musculation, on va utiliser des réserves d'énergie qui sont immédiates ou encore le glycogène musculaire. Pour que la glycolyse, le processus métabolique qui nous permet d'utiliser le sucre dans le muscle puis faire de la contraction musculaire, pour que ça fonctionne bien, il doit y avoir des concentrations adéquates de plein de substrats avec des noms super sympathiques, d'habitude qu'on résume avec des acronymes comme NAD, NADH, FAD, etc. Et ces molécules-là vont jouer des rôles dans les réactions de la glycolyse. Donc, quand on a des mitochondries qui fonctionnent super bien, bien, les mitochondries alimentent la glycolyse avec ces substrats-là et permettent à la glycolyse de bien fonctionner. Donc, plus j'ai des mitochondries qui sont en santé, qui sont en forme, qui sont capables de travailler, plus ma glycolyse, donc le renouvellement de mes réserves d'énergie à l'aide du glycogène dans le muscle, ce que je vais faire, des séries de musculation, on va avoir recours à de la glycolyse. Donc, des efforts de courte durée vont utiliser la glycolyse aussi, et des efforts de longue durée vont aussi avoir recours dans une proportion un peu moins importante à la glycolyse. Donc, si je reste en musculation, bien, plus mes mitochondries sont capables de fonctionner, bien, plus on va fournir des substrats pour alimenter la glycolyse. Et puis ça, c'est donnant-donnant. Ce qui sort de la glycolyse, ça va alimenter aussi mes mitochondries. Je sais, quand on parle de physiologie de l'exercice, puis on commence à rentrer dans mitochondries, glycolyse, le monde saigne du nez, on n'aime pas ça. Je sais. Je l'enseigne actuellement à l'université, puis je sais que c'est assez aride, mais c'est super, super important de comprendre que notre cardio et notre musculation, c'est pas deux départements distincts, mais ils sont interreliés. Pourquoi je parle de ça en lien avec le muscle et le vieillissement? C'est parce que le problème qu'on a avec les mitochondries, c'est qu'elles se multiplient par réplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles commencent à être usées et qu'elles se répliquent, ben la réplication ne sera pas parfaite. La copie qu'on va faire ne sera pas parfaite. Et plus ça va se répliquer, ben de plus en plus, la mitochondrie va être de moins en moins bonne. Et de façon non surprenante, quand on vieillit, on remarque qu'on a de plus en plus de mitochondries, soit qui meurent, soit qui sont anormales ou dysfonctionnelles. Alors, comme on a moins de mitochondries dans le muscle, ça a un effet direct sur notre capacité aérobie, sur notre capacité à utiliser l'oxygène pour faire des efforts, mais ça a un effet aussi indirect sur notre capacité à faire des efforts en absence d'oxygène, comme lors de la musculation. Donc ça peut se traduire par des efforts
qu'on est en mesure de soutenir moins longtemps. Donc, concrètement, une personne âgée, potentiellement, pourrait observer une apparition de fatigue plus importante après sa première série, sa deuxième série, ce qui ferait en sorte qu'on serait capable de soutenir un volume d'entraînement moins important. Une des raisons pour qu'on serait capable de soutenir une quantité d'entraînement moins importante, ça serait principalement parce que on n'a pas suffisamment de mitochondries pour alimenter de façon adéquate la glycolyse. Ensuite de ça, pourquoi on est capable de lever moins lourd? Eh bien, ça peut être soit que le système nerveux est un peu moins fonctionnel ou encore qu'on a moins de fibres qui sont capables de générer plus de tension, comme les fibres musculaires de type 2. Alors ça explique un peu, en partie du moins, la moins grande tolérance à l'effort qu'on peut observer chez des personnes âgées, plus particulièrement en musculation, la moins bonne capacité aérobie qu'on va observer chez des personnes âgées, donc moins de mitochondries, moins de petites organelles qui sont capables d'utiliser l'oxygène. S'il y en a moins, au final, je vais être capable d'utiliser moins d'oxygène au total. Donc, je vais être capable de transformer moins d'énergie sur mon cardio. Ça veut dire que je vais être capable de courir moins vite, donc éventuellement marcher. Je vais être capable de tourner les pédales de moins longtemps avec moins de puissance. Donc, c'est toutes des conséquences comme ça qu'on observe. Alors, ça, le dommage mitochondrial, il est un peu inévitable, c'est-à-dire que c'est des petites structures qui s'usent. Puis juste pour ouvrir une parenthèse, donner une idée de l'importance d'avoir des mitochondries intactes. Les mitochondries qu'on a, c'est les mitochondries de notre maman. Pourquoi? Parce que dans le spermatozoïde, il y a des mitochondries et les mitochondries, elles vont être usées. Elles travaillent dans le spermatozoïde, donc elles sont potentiellement endommagées. Et c'est pour ça que les mitochondries qui vont se répliquer par la suite, dans la croissance embryonnaire, fœtale, etc., ça va être uniquement les mitochondries qui sont contenues dans les ovaires, donc dans l'ovule, et qui, elles, sont dormantes, donc elles ne s'usent pas. Alors, on va partir avec quelque chose de neuf. Donc, on va partir avec des mitochondries qui ne sont pas endommagées. Merci, Jérémy. Moi aussi, je trouve ça super intéressant, la mitochondrie. J'ai une brique là-dessus que je me dis, je vais finir par la lire au complet, là, mais c'est fascinant. Mais tout ça pour dire que c'est important d'avoir une mitochondrie, partir avec quelque chose de neuf qui va s'user éventuellement. Donc, comment on peut pallier à ça? C'est, dans le fond, de travailler, entre autres, de travailler la capacité aérobie, l'endurance aérobie, donc faire du cardio. Alors, si pour une personne âgée, on veut s'assurer de maximiser les gains en force, le travail en musculation, ça serait vraiment intéressant de faire du cardio en plus de faire de la musculation pour entretenir le système cardiovasculaire et aussi le métabolisme aérobie et ses composantes. Donc, à s'assurer qu'on a des mitochondries qui fonctionnent le mieux possible et qui permettent de bien alimenter, bien supporter la glycolyse puis les efforts à court terme. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va être important à considérer, pas systématiquement d'orienter, par exemple, une personne âgée uniquement vers du cardio ou encore uniquement vers de la musculation, mais bien de chercher à faire ce qu'on appelle les entraînements concomitants, donc qui vont mobiliser le travail musculaire, la force musculaire, le système nerveux, et le métabolisme énergétique aérobie en faisant du cardio. Donc, cette combinaison-là, ça semble être ce qui est le plus profitable. Puis quand je regardais la littérature pour les différentes interventions sur le vieillissement, quelles sont les interventions en entraînement, en exercice qui sont le plus profitables, donc les caractéristiques de ces entraînements-là, ce qu'on observe, c'est l'aspect communauté qui est très, très fort. Donc, le fait de se retrouver avec des gens, ça semble être un bon élément pour un pronostic favorable à l'intervention. Donc, quelqu'un qui est tout seul dans son sol, qui s'entraîne chez les personnes âgées, ça semble encore plus difficile, moins profitable. Ensuite de ça, les interventions qui vont combiner à la fois de l'entraînement en musculation et à la fois de l'entraînement aérobie semblent procurer de plus grandes adaptations au niveau des capacités fonctionnelles et des améliorations au niveau de la qualité de vie, en plus de certaines composantes psychologiques. Donc, définitivement, là, la pratique rejoint les hypothèses théoriques qu'on a. C'est-à-dire que juste faire de la musculation, on va être en mesure de soutenir un volume qui sera peut-être pas intéressant avant de tomber dans une trop grande fatigue. Et les gains qu'on va avoir risquent d'être limités par une capacité aérobie de plus en plus hypothéquée et des mitochondries de moins en moins fonctionnelles. Donc, juste de faire de la musculation,
ça risque de devenir plus problématique que d'autres choses. Ça ne veut pas dire que si la personne veut faire uniquement de la musculation et elle ne veut pas faire de cardio, ben on dit ça ne vaut pas la peine que tu fasses de la muscu. Être sédentaire, ça va être encore pire pour tout. Donc, si on n'a pas le choix, ben oui, c'est super correct de faire juste de la musculation. Il faut juste savoir que ça risque de limiter aussi nos gains en musculation, d'uniquement faire de la musculation. Aussi, quand je mentionnais plus tôt que la capacité à soutenir un volume d'entraînement là, va être moins grande, potentiellement qu'on va avoir de la fatigue un peu plus vite, mais ça fait en sorte que si je fais de la muscu, je vais pouvoir en faire moins. Donc, si je prends 1 heure d'entraînement quand j'avais 20 ans ou 1 heure d'entraînement quand j'en ai 70, c'est plus facile de combiner muscu et cardio en 1 heure que lorsque j'avais 20 ans, puis j'étais capable de soutenir un volume de musculation un peu plus important. Alors, ça devient un peu plus faisable, un peu plus facile de jumeler le tout dans une seule séance et ça évite, entre autres, de faire de la musculation pour remplir le temps. Donc, j'ai donné des cours pour des personnes âgées, puis c'était des cours justement où on faisait de la musculation. Puis à un moment donné, tu te dis, les gens, ils payent pour 1 heure, il faut remplir l'heure. Mais je me rendais compte qu'à un moment donné, ils sont plus capables. Donc, ils ont forcé. Puis moi, je mettais l'emphase sur du travail en force, les éduquer à travailler avec des charges lourdes, bien travailler, etc., gérer la charge. Mais rapidement, on atteignait de la fatigue ou est-ce que c'était plus intéressant ou c'était même dangereux de travailler en force parce que le contrôle moteur était moins là, il y avait de la fatigue. Mais là, on continue à faire des exercices de musculation pour remplir le temps. Fait que là, on faisait un petit peu d'abdos, un petit peu de biceps, un petit peu de triceps, avec des charges vraiment pas lourdes. Puis moi, je remets en question cette approche-là que j'ai eue, c'est-à-dire que c'était pas du tout profitable d'aller chercher ce travail sous-maximal-là parce que j'irai pas recruter j'irai pas stimuler des gains en force avec ça. Je vais juste travailler de l'endurance musculaire. Mais de l'endurance musculaire, si j'ai déjà pas beaucoup de force à la base, je vais juste être pas assez fort plus longtemps, donc c'est pas nécessairement avantageux. Alors, ça a été beaucoup plus intéressant de jumeler du travail aérobie après le travail en musculation, justement pour rentabiliser le temps de façon plus pertinente, que ce soit plus cohérent avec ce qu'on a besoin de développer. Donc, améliorer les capacités aérobie, dans le fond, toutes les composantes cardiovasculaires pour la prévention des maladies du cœur, donc ça c'est intéressant, mais aussi pour vraiment soutenir, supporter le travail en musculation par la suite. Donc on vient avoir un effet synergique du travail aérobie et du travail en musculation pour s'assurer que le muscle et les autres systèmes qui l'entourent vont au moins en profiter, vont potentiellement progresser et ça pourrait nous permettre de ralentir, si on veut, le vieillissement. Je devrais dire ça entre guillemets parce que on ralentit pas réellement le vieillissement. Ce qu'on fait, c'est que on améliore les capacités malgré le fait qu'on vieillit. Donc, c'est une nuance parce qu'on va quand même avoir du dommage mitochondrial qui va être présent. On va quand même avoir une diminution de l'efficacité contractile des têtes de myosine. Si vous n'êtes pas familier avec la mécanique musculaire, là, ce sont des microstructures, des petites protéines contractiles qui ressemblent à des bâtons de golf qui viennent s'attacher sur des rails et puis c'est ce qui nous permet de faire de la contraction musculaire. Alors, il y a plein de petits bâtons de golf autour d'un gros bâton. Et ces plein de petits bâtons de golf-là s'attachent sur des rails. Plus il y a de petits bâtons qui s'attachent, plus on a des têtes qui s'attachent, plus on peut générer de la force. Mais on remarque que dans la fibre musculaire de la personne vieillissante, il semble avoir un petit peu moins de tête dans la fibre musculaire, donc ce qui ralentit le développement de la force. Donc, d'être capable de recruter à ce moment-là un plus large éventail de fibres, ça devient avantageux parce que chaque fibre est moins apte à générer de la force. Donc, on vient compenser par la perte de capacité d'une fibre en la supportant avec un recrutement nerveux un peu plus efficace, donc aller chercher plus de fibres. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y, balancez-les. Sachez qu'il y a toujours un petit délai. Questions, commentaires, toujours les bienvenus. Donc, au final, les éléments qui sont vraiment à retenir là-dessus, c'est que le vieillissement, c'est synonyme d'une diminution de notre potentiel. Donc, une diminution du potentiel, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. À la blague, je dis toujours que moi, j'avais le même potentiel au hockey que Patrick Roy, Carey Price. C'est juste que j'ai choisi de jamais exploiter ce potentiel-là, puis c'est pour ça que je suis pas allé dans la Ligue nationale.
Mais tu sais, ton potentiel, si tu l'exploites pas, tu l'as pas, là, c'est pas tangible. Donc, on n'est jamais nécessairement aux limites de notre potentiel. C'est très rare, là, les gens qui vont réussir ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la place à l'amélioration en vieillissant. C'est juste que notre potentiel se voit affecté. On va être de moins en moins... notre meilleur va être de moins en moins bon, mais on peut s'améliorer quand même parce que quand est-ce qu'on est vraiment notre meilleur? Donc ça, c'est un élément important. C'est pas une fatalité, c'est une diminution de potentiel. Et cette diminution de potentiel-là, on peut l'observer aussi plus jeune. La sédentarité pourrait fort probablement affecter ça, donc réduire notre potentiel en plus d'affecter notre santé. Donc, j'ai mis une question. Jogging tardivement à 37 ans pour perdre du poids, très efficace, commencer à développer des douleurs aux genoux, stopper le jogging, encore ces douleurs 2 mois suivant un arrêt de jogging, comment faire pour garder une masse musculaire étant limité côté cardio et comment faire pour garder un bon cardio sans utiliser mes membres inférieurs. Plusieurs façons. Dans le fond, la douleur aux genoux, ça se peut qu'elle arrive lorsque on supporte le poids et il y a un impact. Donc, à ce moment-là, peut-être que le vélo pourrait être faisable, sinon de la natation, sinon de l'aviron aussi, et à la limite, on peut travailler la capacité aérobie avec ce qu'on appelle des arm cranks. Donc, il y a des appareils qui existent où est-ce qu'on mouline uniquement avec le haut du corps. S'il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas accessible, j'ai pas ça », ben on peut faire du air bike, donc les ergomètres ou ergocycles doubles, qui a des pédales puis qui a des poignées. Puis on peut, dans le fond, travailler uniquement avec les membres supérieurs. Et ça va mobiliser, dans le fond, les mitochondries, surtout des membres supérieurs. Ça va aussi stimuler un peu le travail des mitochondries ailleurs, mais de façon moins importante. Donc, moi, ce que je ferais pour essayer de, dans le fond, maintenir l'activité aérobie, natation. Puis là, si on dit, ouais, mais je sais pas nager, ça s'apprend. Ouais, mais là, ouais, c'est ça. Mais apprendre à nager, c'est un super bon outil. Puis juste d'apprendre à nager, la beauté de la chose, c'est quand techniquement on est mauvais, l'effort déployé pour nager un tout petit peu est monstrueux. Donc, ça travaille énormément le cardio sans qu'on aille à faire sans longueur. Donc, plus on est moron-moteur, plus on est mauvais techniquement en natation, plus on gaspille de l'énergie, ça fait travailler le cardio quand même, c'est juste que la performance est moins bonne. Donc ça, c'est des options intéressantes. Mais ce qui est certain, c'est juste de s'assurer de consulter pour les douleurs aux genoux. Parce que ça, indépendamment du vieillissement, c'est un problème qu'on peut retrouver n'importe quand. Donc, si on a une blessure d'usure qui a été causée par soit une trop grande quantité d'efforts ou une progression un peu trop rapide, des paramètres de surcharge, j'ai commencé à courir un peu trop vite, ou j'ai commencé à courir correct, mais j'en ai fait trop pendant trop longtemps. Donc ça génère des blessures d'usure. Mais il faudrait essayer de trouver la nature de la blessure, voir c'est quoi, encore une fois, indépendamment de l'âge, puis essayer de traiter ça le plus rapidement possible. Chose certaine, l'immobilisation complète, l'inactivité, ça va engendrer d'autres problèmes. Alors, il faut essayer vraiment d'être proactif puis de chercher à régler le problème puis entre-temps le contourner justement pour continuer à maintenir la stimulation. Fait que moi, j'irais vraiment des activités qui mobilisent pas le poids du corps ou très peu. Ensuite de ça, de la natation, ça sera un super bon choix. Sinon, des activités... on peut avoir des activités qui vont travailler la masse musculaire aussi, avec un petit peu de travail mitochondrial, de l'alpinisme, de la grimpe, de l'escalade. Donc, c'est des choses là, qui peuvent aussi s'avérer intéressantes là, comme tel. C'est clair, parler à son médecin, d'avoir une bonne évaluation musculo-squelettique de la problématique, analyser la foulée de la course, fait que aller en physio avec un ou une physio qui s'y connaît bien en course à pied. Ça peut être quelque chose de très intéressant là, qui va permettre probablement plus rapidement d'avoir un diagnostic adéquat pour entamer le processus de réhabilitation puis revenir fonctionnel. Good. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je demeure en ligne quelques instants. Donc, c'est pas mal ça. Alors, donc le vieillissement, c'est pas une condamnation. C'est pas quelque chose qui est nécessairement super agréable, mais les changements qui se passent à l'intérieur du muscle sont inévitable. Le muscle, il va vieillir.
Le muscle va perdre de ses propriétés élastiques aussi. Donc ça fait en sorte qu'on est capable d'accumuler moins d'énergie lors des mouvements. Donc les mouvements de changement de direction, les mouvements avec une vélocité un peu plus importante sont un peu plus difficiles à gérer pour une personne âgée parce qu'il y a une certaine rigidité, donc il y a une perte des capacités élastiques des composantes musculo-squelettiques. Donc ça aussi, c'est à considérer. C'est quelqu'un à 70 ans qui souhaite apprendre à faire de l'épauler ou de l'arracher, c'est merveilleux. Mais il faut savoir que les composantes élastiques vont être un petit peu moins au rendez-vous. Donc, la redistribution de la force est moins bonne. Ça peut créer des tensions qui s'amortissent moins à l'intérieur du muscle, qui sont probablement plus sujettes à générer des ruptures. Alors, ça aussi, c'est quelque chose à y penser, là. Du stop and go, même chose. Là, on accumule moins bien. Des sauts, même chose. Là, les composantes musculo-squelettiques sont tendance à être moins élastiques en vieillissant. Et elles ont aussi tendance à être moins élastiques lorsqu'on n'entraîne pas leur élasticité. Donc, lorsqu'il n'y a pas une mobilisation dynamique des articulations, des muscles, on va perdre aussi cette capacité-là. Alors, on pourrait avoir quelqu'un à 40 ans qui est raide comme une barre et qui a perdu beaucoup de propriétés élastiques dans ses composantes musculaires, et c'est tout aussi problématique qu'une personne de 70 ans. La différence, c'est que un peu plus jeune, cette diminution-là est réversible. Donc, on peut arriver à reprendre le dessus. En vieillissant, ça va être beaucoup plus difficile de reprendre ça parce que les changements sont un peu plus définitifs. Alors, la morale de l'histoire, vraiment s'assurer de garder en vieillissant la notion de mouvement, la notion d'activité physique, donc de diversifier les activités qu'on fait, s'assurer qu'on bouge. L'entraînement est un excellent mode d'intervention pour favoriser l'amélioration de qualités spécifiques comme la force, la capacité aérobie, mais il faut s'assurer de bouger. Donc, éviter là, la chaise berçante assis en regardant les voitures passer, en faisant ces sudoku, ces mots croisés. Là. Oui, ça travaille l'intellect, là, ça travaille les facultés cognitives, c'est super bon, mais d'en faire un petit peu, de marcher, de revenir en faire, ça va être un peu plus profitable. Là. Donc, on veut éviter là, de rester sédentaire lorsqu'on vieillit parce qu'on va observer une diminution beaucoup plus marquée des capacités du muscle, et ça peut être un peu plus difficile à remonter la pente par la suite. Donc, sur ce, je vous remercie énormément. Moi, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais parler là-dessus. J'ai envoyé un courriel sur ma liste de gens qui me suivent sur drkin.com. Il y en a plusieurs qui m'ont répondu avec des sujets, dont ce sujet-là sur le vieillissement. Je devrais aussi prochainement aborder l'entraînement, la ménopause. Donc, mon projet de doctorat, c'était avec des femmes ménopausées. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais aborder aussi. Donc, vous m'avez envoyé plusieurs suggestions super intéressantes. Donc, je vais tenter d'inclure ça dans l'horaire. Possible que je sois pas présent de façon super régulière. Donc, la semaine passée, j'étais pas là. Il fallait que je prépare mon cours. Donc, j'ai un horaire très chargé. Donc, je vais essayer le plus possible d'en faire. J'espère pouvoir en faire la semaine prochaine aussi. Mais ne vous inquiétez pas si je suis pas au rendez-vous la semaine prochaine. Là, c'est que ma semaine j'ai été trop bousculé. Puis, je veux pas prendre trop de retard. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Profitez-en pour bouger pendant que vous êtes capable. Puis si vous commencez à être moins capable, profitez-en pour bouger le plus possible. Donc sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Bye bye.